Bonjour à tous, merci d'être présents à cette réunion de lancement pour la réalisation de l'AFNOR SPEC, grade médical pour les composants électroniques. Alors, je suis Catherine Proty, je suis chef de projet donc à l'AFNOR Normalisation. J'ai notamment en charge la normalisation dans les équipements électromédicaux. Je voulais donc excuser ma collègue Noémie Tourès qui devait co-animer cette session avec moi, victime d'un des virus divers qui traînent en ce moment. Noémie est en charge notamment de la normalisation autour des composants électroniques. Donc Noémie qui a réalisé ce support de présentation donc, et le contact AFNOR qui vous accompagnera pendant toute la durée des travaux. J'accueille aussi donc les deux intervenants, donc Jean Bastide de Tronico. Bonjour Jean. Et Laurent Saintis. Bonjour tout le monde, pardon. Voilà. Et Laurent Bonjour, Saintis. bonjour à tous également. Merci. Alors, avant de démarrer en introduction, sachez que vous recevrez le replay de cet événement donc par mail d'ici la fin de l'année. Nous avons fait le choix avec Noémie donc de faire ce support de présentation en anglais de manière à ce que vous puissiez relayer donc ce replay à vos partenaires ou maisons mères basées à l'étranger. À la fin de cette session, quand vous allez vous déconnecter, il y aura un questionnaire qui va s'afficher. Ça prend 1 minute. Je vous remercie par avance de bien vouloir le compléter. Juste ensuite, cet événement, alors évidemment, voilà, donc est est décomposé en 3 parties. Ces 3 parties donc seront suivies chacune d'une session questions-réponses. Donc je vous demande de réserver vos questions pour ces moments-là. Alors, par contre, bon, pendant les interventions, donc si vous pouviez laisser vos micros coupés et donc reprendre la parole au moment des sessions questions-réponses. Alors, pour redémarrer, juste une petite présentation de l'AFNOR. Pour vous rappeler qu'AFNOR est avant tout un groupe de 4 entités complètement distinctes mais complémentaires. Bien sûr, AFNOR Normalisation. Mais vous avez aussi l'AFNOR Édition, puisqu'AFNOR est éditeur de normes, bien sûr, mais pas que, mais aussi des ouvrages aussi autour de la normalisation. Une partie certification, se dire conforme à une norme, c'est une chose, pouvoir le prouver et avoir un label, une marque qui certifie de votre conformité, c'est un plus. Et enfin, donc AFNOR Compétences, donc c'est toute la formation autour de la normalisation, de la certification et un petit peu au-delà. Juste, j'attire votre attention sur le statut d'AFNOR Normalisation. Nous sommes une association loi 1901 à but non lucratif. Nous sommes sous tutelle de la Direction générale des entreprises et notre activité donc est réglementée. Notamment, il y a le règlement de la normalisation. AFNOR est l'opérateur français de normalisation, donc qui va siéger aux instances européennes et internationales de normalisation. Là, deuxième petite note, la France est peut-être un petit pays. En attendant, nous sommes en termes de leadership top 2 au niveau européen derrière l'Allemagne et top 3 au niveau international derrière l'Allemagne et les États-Unis. Donc, ce qui démontre ici le niveau de participation des acteurs français en normalisation, mais aussi l'influence d'AFNOR dans les instances de gouvernance. Alors, AFNOR normalisation, donc un petit peu le contexte de ce qui nous réunit aujourd'hui. Donc, dans le cadre du projet RECOM, le club RECOM, un constat a été fait. Aujourd'hui, donc, il y a des dispositifs électromédicaux qui sont réglementés au niveau européen, donc 2 règlements autour des DM et DM in vitro. Chaque fabricant donc définit une classe à laquelle est attaché un certain nombre d'exigences. Comment démontrer la fiabilité d'un équipement?
sachant que cette fiabilité dépend énormément des composants qui le constituent. Nous avons pu faire une recherche avec RICOM et force est de constater, malgré tous les champs qui sont couverts par la normalisation, il n'y avait pas de normes décrivant donc des classes d'exigence pour les composants électroniques suivant la classe d'UDM dans lesquels il était implanté. Donc, quelle solution pouvait-on apporter à cette problématique? Après réflexion, donc, nous avons décidé d'opter pour la rédaction d'une AFNOR spec. Alors, pourquoi une AFNOR spec? Pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est la flexibilité du processus. Cette flexibilité permet de pouvoir démarrer des travaux pré-normatifs avec un tour de table au départ limité qui pourra s'étendre progressivement avec des règles plus souples que celles qui sont utilisées en normalisation et surtout donc un temps limité, pouvoir disposer très rapidement d'un document de référence. Alors, vous l'aurez bien compris, la FNORSPEC n'est pas une norme au sens du décret, mais bien un document qui peut servir de document préparatoire à la normalisation, mais pas que. Ça peut être aussi un référentiel dédié, partagé entre plusieurs acteurs qui ne souhaitent pas aller plus loin. Mais généralement, il est vrai, et c'est le cas ici, on vous en parlera plus tard, l'objectif, c'est de pouvoir réunir un tour de table euh, qui se rejoint sur un projet commun, pouvoir tester donc ce document et à partir du retour terrain, d'aller encore plus loin et notamment d'avoir ensuite un document de normalisation au niveau international. Alors, effectivement, ce n'est peut-être pas une norme au sens du décret. Pour autant, nous appliquons toutes les valeurs de la normalisation. Comme je vous l'ai dit, AFNOR, donc, son activité donc est régie par décret. Il y a tout un cadre et donc c'est ce qui porte les valeurs de la normalisation, qui est source de confiance depuis 1926, qui sont donc le consensus, l'ouverture, la neutralité et vraiment l'ouverture à tous. Donc, on applique exactement les mêmes règles lors de l'élaboration des AFNOR-SPEC que celles qui sont appliquées dans les commissions de normalisation. C'est que tout comme une norme, une AFNOR-SPEC a une durée de vie. Euh, tous les 5 ans ou avant, mais en tout cas tous les 5 ans ou plus tard, on se pose la question de ce que va devenir cet AFNOR-SPEC. En fonction de retour de terrain, on voit s'il y a maturité à porter ce document au niveau normalisation, s'il faut le réviser avant, etc. Donc, c'est vraiment un document qui va vivre, hein. Il ne sera pas figé dans le temps. Alors, il faut savoir que c'est grâce donc à des partenaires du RECOM qui sponsorisent l'activité que nous sommes réunis aujourd'hui. Au niveau des partenaires sponsors, donc nous avons Tronico, Oticon Médical et le Laris, mais là pas au niveau de sponsoring financier, mais sur l'apport de tous les travaux que le Laris a menés, donc avec toutes les données dont il dispose. Ce sponsoring vous permet aussi donc à chacun de pouvoir participer sans contrepartie financière, hein. C'est couvert par les sponsors. Pour autant, aujourd'hui, ce sponsoring ne couvre pas la totalité de l'activité. Donc, de façon volontaire, hein, si vous êtes intéressé pour sponsoriser les travaux, n'hésitez pas à vous rapprocher d'AFNOR et de ma collègue Noémie Tourès. L'avantage, hein, bien sûr, en termes de communication, les sponsors sont mis en avant, alors que ce soit sur le web, sur divers documents par rapport à l'activité des travaux. C'est vraiment donc un outil commercial et marketing, enfin communication et marketing pour les sponsors. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à revenir vers nous. Alors, je laisse peut-être nos sponsors se présenter. On déjà Jean pour Tronico. Oui, bonjour. Très rapidement, présentation de Tronico avant
avant de voir les autres partenaires et puis de rentrer plus dans le détail du projet après. Donc, Tronico, c'est un EMS à l'origine, donc c'est un fabricant sous-traitant de fabrication électronique et avec une grosse part de l'activité dans l'aéronautique, mais également une part croissante d'activité au niveau du médical. Et c'est à ce titre-là qu'on a été confronté, qu'on est confronté depuis plusieurs années à cette absence de normalisation, de standards qui nous permet de définir que des composants sont aptes à être intégrés dans des dispositifs médicaux, hein, puisque en fait, on ne fait pas que de la fabrication, il faut aussi de l'étude. Hein, également, lors de ces études, nous avons ce type de problèmes qui sont rencontrés. Voilà. Et pour ce faire, nous, on travaille donc sur le slide suivant. Alors, notre raison d'être, hein, c'est vraiment l'électronique au service de la vie. C'est la raison d'être de Tronico dans sa complétude. Slide suivant. Au sein de Tronico, on a un service qui s'appelle Ten Component. C'est un service de 25 personnes qui travaille uniquement sur le composant électronique en lui-même. Et qui a une expérience maintenant d'une vingtaine d'années sur le composant électronique dans tous les domaines industriels. Et ça nous a amené en fait à travailler sur le projet RICOM. Le projet RICOM, c'est un projet qui est né il y a un peu plus de 2 ans, qui a pour but justement de pouvoir tester les composants dans des conditions spécifiques à ce qu'on peut trouver comme stress dans le milieu, dans des dispositifs médicaux, pour regarder comment ces composants vont vieillir, comment ils vont se comporter en termes de fiabilité. Et on travaille également, alors pour la petite histoire, hein, un laboratoire, il ne peut pas tout faire tout seul. On a un partenariat avec plusieurs laboratoires sous PartLab pour faire des analyses sur ces composants. Et puis on est accrédité ISO 17025 également. Donc notre domaine, c'est vraiment aller rechercher ce qu'il y a de mieux au sein des composants électroniques. Ok, donc, merci. c'est pour Laurent. Merci Jean. Donc Laurent pour le Laris. Oui, rebonjour à tous. Donc, je vais vous présenter le laboratoire angevin de recherche en ingénierie des systèmes, autrement dit LARIS. Alors, le LARIS, d'abord, il est hébergé à Polytech Angers, qui est l'école d'ingénieurs de l'Université d'Angers. Il comprend environ une cinquantaine d'enseignants et enseignants-chercheurs, hein, plus une quarantaine de doctorants, et il est divisé en 3 équipes de recherche. Une première équipe qui est sur les systèmes dynamiques et l'optimisation, une deuxième équipe qui est sur le traitement de l'information, du signal, de l'image appliquée aux sciences du vivant, et une troisième équipe auquel j'appartiens, donc l'équipe de sûreté de fonctionnement et d'aide à la décision. Alors pour rentrer plus dans les détails sur cette troisième équipe, donc elle est composée en 2 axes de recherche. Je vais surtout présenter le premier axe, qui est finalement la conception et la qualification de systèmes sûrs de fonctionnement, et un deuxième axe qui est plutôt sur la modélisation et l'évaluation, d'accord, des performances opérationnelles de systèmes complexes. Dans ce premier axe de conception des systèmes sûrs, ce qu'on va d'abord chercher à faire, c'est répondre finalement à tous les challenges, toutes les interrogations sur la qualification soit d'un produit, ou également de données. Hein, quand on va s'adresser à la qualification d'un produit, ça va être sur finalement le dimensionnement de plans d'essai, notamment de plans d'essai accélérés, afin de réduire le nombre d'essais, afin de démontrer la qualification d'un produit. Et également, on va avoir des expertises sur ces domaines-là, mais en incluant également l'ensemble des stress potentiels, hein, qui peuvent s'appliquer à la fiabilité de ce produit-là. Alors, on va avoir des recherches actuelles, hein, sur justement sur le développement également, l'amélioration des aspects mécano-fiabilistes aussi sur des modes de défaillance bien connus, ou également sur la compatibilité électromagnétique. On a aussi une activité sur la qualification des données pour le pronostic health management. Ok, merci Laurent. Ashraf pour Otico Médical. Oui, bonjour tout le monde. Très bien, donc je me présente, Ashraf El Amraoui, donc je suis responsable de l'équipe Implant CI de la société Oticon Médical.
Donc, c'est l'équipe qui développe, qui design la partie électronique et mécanique de l'implant. Alors, Oticon Medical est une société internationale hein, qui fait partie du groupe Diment. Donc, c'est un groupe danois qui est présent dans plus de 30 pays, qui emploie à peu près 20 500 collaborateurs et qui exerce dans 4 domaines différents, complémentaires mais différents. Donc, le premier qui est la prothèse auditive conventionnelle à travers la société Oticon. Le deuxième qui est de l'implant, donc c'est la société Oticon Medical. Le troisième volet, donc c'est le diagnostic, donc c'est assez représenté par la société Interacoustique, et le dernier volet qui est la communication par la société EPOS. Et donc Oticon Medical développe 2 catégories de dispositifs médicaux. Le premier appelé le Bone Cord Hearing System, donc c'est le système à conduction osseuse qui est un dispositif médical de classe 2A. Et le deuxième qui est le système d'implant cochléaire, et donc ça c'est un système de classe 3. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, j'explique rapidement comment ça marche. Donc, le système à conduction osseuse, donc c'est un dispositif, comme vous le voyez sur l'image à gauche, hein, donc qui va transmettre le son en vibration. Donc, on va venir court-circuiter l'oreille externe et interne, et par le biais de la conduction osseuse, on va transmettre les vibrations à l'oreille interne. Donc ça, c'est un dispositif qui est destiné à des personnes qui sont atteintes de surdité sévère. Le deuxième, donc l'implant cochléaire, donc c'est un dispositif qui est destiné à des patients, des personnes qui sont atteintes de surdité sévère à profonde. Et donc, comme vous le voyez, il est composé de 2 parties, une partie externe qu'on voit de l'extérieur, une partie qui est implantée, qui va nous permettre d'aller stimuler directement le nerf auditif qui est dans la cochlée de manière électrique. Et donc, la partie implantée, donc ça contient de l'électronique, et donc c'est une partie active. Voilà, donc c'est un implant qui est assez complexe, d'où la nécessité justement d'avoir des composants assez fiables. Voilà pour avoir un rendement, enfin une fiabilité assez importante du système. Donc Ah, voilà. pardon. Alors, oui, en tout cas, merci Ashraf. Écoutez, est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? Vous levez la main, je pourrais vous donner la parole. N'hésitez pas. Donc, visiblement, pas de questions. Écoutez, on passe donc à la suite avec maintenant la présentation du projet beaucoup plus en détail. Et donc là, je vais laisser la parole à Jean Bastide et Laurent Saintis qui vont vous présenter le projet RECOM. Donc du coup, on commence par vous, Laurent, hein, il me semble. Hein. Je vais commencer. Je vais commencer, Ah, puis je passerai la parole à Laurent après. Donc le projet RICOM, en fait, c'est le projet qu'on mène avec le LARIS et West Valorisation au niveau de la région Pays de la Loire, et qui a pour but aussi d'aboutir en fait à un moment donné à créer un référentiel pour tester les composants électroniques. Alors pourquoi tester les composants électroniques, et surtout au niveau de la fiabilité sur des dispositifs médicaux, alors qu'en fait, on utilise depuis très longtemps des dispositifs électroniques dans des avions, dans des voitures et autres. En fait, ce qui se passe, je dis pas la plupart du temps, ce qui se passe toujours dans un avion, en fait, c'est que il y a on travaille la fiabilité du système en fait en travaillant sur la redondance dissemblance, c'est-à-dire qu'on crée plusieurs systèmes qui font la même chose, qui font les mêmes calculs, mais qui sont designés par des équipes différentes, avec des outils différents, réalisés avec des composants différents. Et puis, et tout ça pour avoir un minimum de modes communs de défaillance. Et puis, en fait, ça veut dire que s'il y a un système qui tombe en panne, bah, c'est pas grave, on va en avoir d'autres derrière. Donc,
Si je prends l'exemple d'un calculateur de réacteur, sur une carte électronique, on a 3 calculateurs différents qui ont été designés dessus, des FADEC, parce qu'on appelle ça des FADEC, ces calculateurs, on en trouve 2 par réacteur, des réacteurs, il y en a plein par avion, entre 2 et 4. Donc en fait, il peut y avoir un composant qui tombe en panne sur ces électroniques, ça ne met pas en péril l'avion. Par contre, sur un implant médical, la difficulté qu'on a, c'est qu'on a peu de place. Hein, on est limité en volume. Et on a un peu de place pour travailler sur cette redondance. Alors, il y a des éléments critiques, on va pouvoir mettre en place des choses, quoi, avec des fonctionnements dégradés et autres. Mais principalement, en fait, la défaillance d'un composant va devenir critique. Et c'est là où on a vraiment besoin d'avoir une bonne assurance de la fiabilité de chaque composant pour pouvoir définir la fiabilité du système. Donc, on a regardé ce qui existait au niveau composant, au niveau normes composants pour le médical. Donc, comme le disait Catherine précédemment, on n'a pas trouvé aucune norme qui existait sur ce système-là, alors qu'il y a un besoin industriel. Hein. Nous, on a rencontré donc chez Tronico, avec en particulier des startups qui viennent chez nous avec des designs qui sont réalisés avec des composants qui sont pas les meilleurs en termes de fiabilité. Et on se retrouve à redémarrer à zéro le design pour pouvoir travailler dessus. Donc, identification d'un besoin, pas de réponse à ce besoin en termes de normalisation. Donc, on a créé ce projet RICOM donc avec le LARIS, donc laboratoire avec qui on avait déjà partagé des travaux précédemment, et la SAT Waste Valorisation pour diffuser autour de ce projet. Et c'est un projet qui est le projet RICOM qui a été cofinancé par les Pays de la Loire et les Pays de France. Donc voilà, ce projet il a été soutenu par des grands noms du dispositif médical d'un côté, mais pas tous. Je suis sûr que parmi vous, il y a aussi des grands noms qui n'ont pas soutenu ce projet dès le départ, et aussi par des gens du composant électronique. Donc on voit la liste ici. Donc là, je vais laisser la parole à Laurent sur les concepts de fiabilité. Merci Jean. Alors pour parler rapidement de ces concepts de fiabilité, la fiabilité c'est vraiment l'aptitude d'un produit, d'un système ou d'un service, là d'accord, à assurer une fonction dans un temps spécifique et dans des conditions d'environnement données. Alors c'est aussi du coup une probabilité qui va avec. Alors, moi souvent j'insiste dans la définition sur les conditions d'environnement parce que c'est ça qui va aussi être à une des genèses de notre projet par rapport aux conditions d'environnement qui sont spécifiques sur les dispositifs médicaux implantés. Alors, dans les indicateurs de fiabilité, il y a évidemment le taux de défaillance qui est bien connu, qui est vraiment la probabilité instantanée de survie à un temps donné et qui va souvent, ou même quasiment tout le temps, se traduire par une courbe en baignoire qu'on voit ici et qui est spécifique avec 3 régions. Une première qui est liée aux défaillances de jeunesse. Ces défaillances de jeunesse qui vont être liées justement à des problématiques liées à la conception du système en général ou du composant et à des défauts qualité. Et c'est notamment là qu'on va chercher à intervenir dans le cadre d'une norme. Une deuxième, on va dire une deuxième période est la période qu'on appelle plutôt de vie utile, sur laquelle, pour les composants électroniques, on va observer un taux de défaillance qui est constant. Et c'est celle-là qu'on cherche à dimensionner lorsqu'on va chercher à avoir finalement une durée de vie minimum. Ça va être en prenant en compte cette durée de vie utile des dispositifs médicaux ou de tout dispositif en général, et donc une période de vieillesse où apparaissent les différentes usures et fatigues classiques sur des composants. Alors, pour le slide suivant. Juste là, parce que j'ai une personne qui posait une question, je ne savais pas si ça pouvait attendre la fin de la présentation ou si c'était vraiment lié donc à cette partie-là et du coup c'était un petit peu. Oh, mais je ne vois plus Jean Bosco. Non, non. Allez-y pour la question peut-être. Mais... Oui, mais Monsieur Bosco, pouvez relever la main? Je vous vois plus là dans la liste.
Non, écoutez, bon, ben, on verra après, je ne vois plus. Continuez, hein. D'accord. Alors, donc, voilà, au niveau des dispositifs médicaux implantés, hein, on a ici l'exemple du pacemaker, ce qu'on s'aperçoit, c'est que, alors, on peut évaluer la fiabilité, notamment par des modèles, là, des standards de fiabilité prévisionnelle, qui est d'ailleurs le dernier guide FIDES. Alors, moi, je fais partie du groupe FIDES, hein, donc c'est pas du tout une critique, au contraire sur ces éléments-là, mais on voit bien qu'ils ont été conçus plutôt pour des dispositifs liés à l'aéronautique, au spatial, ou voire à l'automobile ou au transport en général, et qui sont pas forcément adaptés à tous les types de composants, notamment des dispositifs médicaux implantés, qui sont souvent des composants de faible taille. Et puis, on a aussi évidemment des normes de qualification, hein, pour notamment ici la norme de qualification des dispositifs, donc des composants électroniques, ici les circuits intégrés dans l'automobile, la ECQ 100, par exemple, qui elle évidemment n'est pas forcément adaptée au même domaine, mais qui prend pas en compte finalement l'environnement spécifique qui va être associé aux dispositifs médicaux. Alors on va s'appuyer sur ces deux éléments, hein, notamment le guide FIDES par rapport au dimensionnement ou aux différents éléments techniques, mais aussi par rapport aux différentes normes de qualification pour justement conduire la recherche dans le cadre du projet RICOM et essayer d'apporter des possibilités de réponse pour la conception de la norme. Alors, pour continuer sur les différents stress qui vont s'appliquer dans le cas d'un dispositif médical implanté, actif, alors on a essayé de faire un petit panel de tous les éléments. On voit qu'il y a des stress qui sont déjà bien connus et qui s'appliquent dans d'autres types de dispositifs, hein, que ce soit l'automobile ou autre, hein, des stress, on va dire, thermiques. Mais ici, on a vraiment des stress spécifiques, notamment les stress vont être liés à la stérilisation, des stress qui vont être liés notamment on va dire, à l'environnement dans le corps humain, qui est spécifique, qui a finalement une température qui reste quand même assez stable, mais qui va avoir des problématiques d'humidité. On peut avoir également des problématiques de radiation. Donc tout ça fait qu'on se retrouve vraiment dans un environnement qui est différent de celui qui va être vécu pour l'automobile ou autre, qui peut être des fois d'ailleurs plus, on va dire, plus stressant pour la fiabilité que celui du corps médical implanté, et inversement. Alors, au niveau de la méthodologie, donc dans la planche suivante, donc voilà comment on a construit dans le projet RICOM pour justement améliorer la connaissance des composants électroniques dans le cadre de dispositifs médicaux implantés. Euh, On se base d'abord sur la physique de la défaillance, avec justement la mise en place d'AMDEC, mais aussi de FMMIA. Donc, en étudiant les modes de défaillance, les mécanismes de défaillance pour allant jusqu'aux différents facteurs de stress, et donc pouvoir identifier les différents facteurs de stress qui vont accélérer les défaillances, d'accord, sur les composants électroniques de deux types, soit qui vont accélérer les défaillances pour repérer les défauts qualité qu'il peut y avoir sur ces composants, ou pour les accélérer dans le cadre justement de, j'allais dire, la fiabilité liée au mode de défaillance classique d'usure. On va se baser évidemment sur on va dire les bases de données de fiabilité existantes, hein, notamment celles qui existent à la fois sur par exemple le guide FIDES ou d'autres modèles également, mais aussi sur l'état de l'art pour concevoir à la fois les FMMIA, mais la connaissance sur la fiabilité déjà existante de ces composants électroniques. Et enfin, on conçoit, hein, parce que c'est déjà largement en partie fait, et les tests ont fait, des plans d'essai accélérés, d'accord, pour finalement évaluer la fiabilité ou évaluer les défauts qualité en se basant sur un plan d'expérience. D'accord, et évidemment des méthodes statistiques qui vont nous permettre de dégager justement les, euh, les plans d'essai qui vont pouvoir être applicables pour détecter les défauts qualité, mais aussi pour valider la fiabilité de ces composants. Je laisse la parole à Jean pour continuer. Et le projet RICOM en lui-même, je vais passer slide suivante.
Donc en fait, ce dont on s'aperçoit, en fait, surtout au niveau des startups, hein, c'est qu'à un moment donné, il y a une maquette électronique qui est réalisée pour faire une preuve de concept. Et au bout d'un moment, alors, quel que soit l'endroit où ça arrive, se pose la question de la fiabilité du système. Et plus cette fiabilité est traitée tard, plus on va avoir besoin de remettre en cause la conception du système, du coup, en perdant énormément de temps, hein, puisque chez toutes les startups, le time to market est un élément très important. Donc, plus on va détecter ces problèmes de fiabilité tard, plus on va être pénalisé. L'idée, c'est dès le démarrage que les développeurs, hein, puissent travailler directement avec des composants qui soient adaptés à une utilisation dans des DM implantables pour pouvoir travailler tout de suite et démontrer tout de suite qu'on a les bons composants, qu'on ne va pas avoir à remettre en cause toute la, toute la, toute la conception du produit. Donc, l'avantage d'avoir un standard, hein, sur les composants, donc c'est listé sur la droite, hein, déjà harmoniser l'ensemble des pratiques. Hein. Aujourd'hui, on trouve des grades médicaux, hein, sur les composants chez différents fabricants. Mais en fait, d'un fabricant à l'autre, ça ne veut pas dire la même chose. J'ai même vu des fabricants, quand on les questionnait sur le grade médical, ils disaient oui, c'est comme un grade automotive, mais avec des tests en plus. Ah oui, et quel test en plus? Bah, c'était ceux que je voulais, en fait. En fait, d'un client à l'autre, il modifie ses tests pour s'adapter au client. Donc, on est vraiment très loin d'avoir quelque chose de normalisé, d'avoir un référentiel quelque part pour dire qu'est-ce qu'il faut faire comme test pour accepter ces composants. Donc, l'idée derrière, donc, de faire une harmonisation, de rendre évidemment les dispositifs médicaux le plus fiable possible, et puis d'accélérer tout ce qui est design, choix technologique, etc., etc., avec le but évident, hein, en accélérant tout ça, de réduire les coûts, puisqu'il faut arriver à un moment donné à faire qu'une seule fois les choses pour pouvoir aboutir au projet fiable qu'on désire. Voilà. Les objectifs, alors on a plusieurs objectifs, on ne sait pas encore sur lesquels on va mettre en avant. Pour l'instant, on a les quatre qu'on met en évidence en même temps, qu'on est en train de développer en même temps. C'est de travailler sur une database de composants qualifiés, éventuellement de distribuer des composants qualifiés, même si Troneco n'est pas un distributeur, mais on pourrait travailler avec un distributeur de composants que ça intéresserait. Écrire un référentiel, bah, c'est exactement l'objet de la réunion d'aujourd'hui, hein. Travailler sur un référentiel pour pouvoir intégrer ces composants dans les dispositifs médicaux, avec le but, c'est de créer de la valeur pour les fabricants de DM, hein, en accélérant les développements, les qualifications, risque minimum, etc. Voilà, alors des exemples où on pourrait intervenir, où Victom pourrait intervenir dans le cycle de vie d'un produit, hein. Ben, dès le développement, on va intervenir sur le choix des composants. Quand on fait une validation du design, on peut éventuellement tout de suite regarder est-ce qu'on a des nouveaux composants à qualifier, puisqu'en fait, le but aussi, à partir d'une norme, c'est de pouvoir avoir une interopérabilité, on va dire, entre guillemets, en fait, des composants qui seraient interchangeables. On pourrait plus facilement qu'aujourd'hui passer d'une référence d'un composant à l'autre. Et Dieu sait si dans les années qui viennent de passer, on aurait bien aimé, avec la pénurie des composants, pouvoir changer facilement de référence de composants. Et puis, en termes de fiabilité, donc déjà travailler sur la fiabilité prédictive du système en lui-même. Et peut-être, en termes de production, travailler sur les qualifications de l'eau de production. On ne sait pas encore exactement vers où on va aller, hein. On n'a pas la fin de l'histoire, hein. On est en train de l'écrire ensemble. Mais travailler sur tous ces aspects-là, y compris, pourquoi pas, sur le management de l'obsolescence, et tester justement, remplacer des composants par des nouveaux. Hein. Bon, le but, c'est pas d'acheter des composants chez des brokers, hein, mais est-ce que je peux remplacer mon composant qui est devenu obsolète par un composant équivalent,
sans avoir à requalifier complètement tout mon système. Voilà. Donc, on a vraiment besoin d'avoir un référentiel à tous ces stades de vie du produit. Où on en est dans ce projet? Alors, donc on a commencé il y a à peu près 2 ans, 2 ans et demi. On a travaillé avec beaucoup de recherches bibliographiques, donc y compris avec le Varix, il n'y a pas de premier coup. Et on a commencé à faire des tests sur les composants passifs, on commence les composants actifs, là, on va entamer tout ce qui est définition des stress pour la biocompatibilité et autres, et ce qui pourrait, dans ces stress-là, défiabiliser le composant. Voilà. Exemple de stress qui pourrait défiabiliser les composants liés à la biocompatibilité. Je veux embarquer mon système dans un boîtier étanche avec une soudure ultrason, etc. Peut-être que est-ce que mes oscillateurs et mes cordes ne vont pas être impactés par les fréquences de soudure à ultrasons et créer des défauts de fiabilité à ce moment-là. C'est des exemples de défiabilisation qu'on peut imaginer. Et puis en même temps, en parallèle, on arrive à notre core package simple qui consistait à écrire un standard, et puis voilà, on est aujourd'hui. Alors, des exemples d'approche, je crois que c'est Laurent qui prend la main dessus. Alors, oui, bon, sur l'approche scientifique, j'en ai déjà un tout petit peu parlé. Là, on définit dans le cadre du projet RECOM, donc avec l'entreprise Tronico, une méthodologie d'évaluation et de qualification de la fiabilité, enfin, de la fiabilité de composants électroniques dans le cadre de l'application médicale. Et on fait également un ensemble de tests qui sont menés sur ces composants électroniques par famille de composants. Alors, on se base à la fois sur une recherche bibliographique, dans le cadre également d'une thèse, euh, avec un état de l'art, mais également sur les guides de fiabilité prévisionnelle, notamment la dernière version du guide FIDES 2022. L'idée, c'est de vraiment, du point de vue de la connaissance scientifique, c'est d'essayer de concevoir l'ensemble des procédures de test qui vont être capables de pouvoir être reproductibles et transférées dans le cadre de la qualification d'un composant électronique. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on se place. Alors ici, on montre 2 exemples. Dans le cadre, le premier, c'est les condensateurs céramiques, sur lequel on a défini finalement un plan, alors j'allais dire un plan d'essai, un plan d'expérience et des plans d'essai adaptés à chacune des lignes de ce plan d'expérience. Alors on va dire sur les boîtiers classiques, les premiers boîtiers classiques, mais aussi un plan d'expérience spécifique sur des boîtiers de petite taille qui ne sont pas forcément ceux qui sont pris en compte dans les guides de fiabilité prévisionnelle et qui sont du coup des composants un peu spécifiques. Et vous voyez qu'à chaque fois, là, on a mis dans ces éléments-là, on a essayé de voir quels étaient les paramètres de design de ce type de composants qui pouvaient avoir un lien avec la fiabilité, que ce soit au niveau de la terminaison, mais également au niveau du facteur de tous les éléments, alors, électriques ou pas, c'est un tout petit peu petit, voilà, qui vont pouvoir influer sur la fiabilité, sachant qu'évidemment, une partie à la fois nous a été donnée par l'état de l'art, par le retour d'expérience avec Tronico, ou évidemment par les guides de fiabilité type FIDES, qui prenaient déjà en compte une partie de ces éléments dans leur guide. Alors, au niveau des résistances, là, on a quand même des fiabilités qui sont quand même plus importantes. L'objectif, c'est de concevoir ici un plan d'expérience également en prenant en compte les différentes caractéristiques de conception de ces composants électroniques, mais en essayant de s'attacher par rapport à la fiabilité quand même qui est assez consistante de ces résistances, à définir des plans d'essai qui vont être capables de détecter les défauts qualité avec une meilleure performance que les autres plans d'essai. Donc, on a conçu un plan d'expérience. Ici, on voit le plan d'expérience sur la partie des types de composants qu'on a testés, mais on a construit un plan d'expérience produit
qui, à partir des informations des essais réalisés, vont nous permettre de définir quels sont les plans d'essai qui vont le plus permettre de dimensionner, de détecter les défauts qualité, et donc de rentrer susceptiblement dans une norme de qualification. Alors, sur les inductants ferrites, là encore, on vous montre également un plan d'expérience qui a été mis en œuvre avec plusieurs facteurs au niveau des éléments de conception, mais à la fois, on a pris en compte différents types de fabricants. Alors, pas forcément, j'allais dire peut-être pas forcément directement pour les distinguer, mais aussi pour voir justement s'il n'y avait pas des éléments dans la technologie qui pouvaient permettre de les distinguer les uns par rapport aux autres aussi. Alors, par rapport à ces éléments, si on revient sur les condensateurs céramiques, là on vous montre une partie de la méthodologie. Il s'agit donc d'une FMMIA, ou plutôt Failure Mode and Mechanism Analysis. L'idée, c'est d'aller justement jusqu'au mécanisme de défaillance, et là on est allé un tout petit peu plus loin. Ce qui se fait également souvent, c'est d'aller au facteur d'accélération. Alors d'habitude, ça se lit plutôt de gauche à droite en général dans la méthodologie. Là, on l'a justement inversé pour être capable de mettre en évidence les différents facteurs de stress qui vont impacter la fiabilité de ces composants électroniques, et évidemment dimensionner les plans d'essai en prenant en compte ces différents facteurs de stress. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on a construit les différents plans d'essai. On vous montre en effet, merci, dans la slide suivante, un exemple de plan d'essai, de procédure de test qu'on a conçu, donc de plans d'essai de cyclage thermique, cette fois-ci sur les résistances. Alors, on s'est basé par rapport à différentes procédures. Ici, dans le cadre des procédures, il me semble, faites par l'AEC 200, préconisé par l'AEC 200, mais également sur les procédures de test JDEC, en adaptant finalement les valeurs de température minimum et maximale, finalement le profil de ce cyclage thermique par rapport finalement à l'environnement que subissaient des composants électroniques dans le cadre médical, pour dimensionner la fiabilité adressée à cet élément. Je laisse la parole à Jean pour justement présenter les différents tests qui ont été mis en œuvre. Je vais remettre le haut-parleur. Comment ça se traduit? Ça se traduit en fait par la réalisation de tout un tas de véhicules de test avec ces composants-là qui sont montés avec les composants assemblés sur carte comme si comme s'ils étaient assemblés sur une carte d'un DM. Sauf que c'est assemblé sur des cartes d'essai. Et en fait, le but derrière, c'est de stresser tous ces composants sur chaque carte. De mémoire, on a 24 composants. Donc pour chacun des essais qu'on a vus précédemment, il y a 24 composants qui sont testés, qui sont issus composants du commerce. Et on regarde comment ils réagissent au vieillissement avec les différents cycles qu'on a vus, de chaleur humide, de cyclage thermique et autres. Des cycles qui peuvent être très longs. On compte par centaines d'heures. On compte par centaines d'heures et tous ces composants, donc ils sont stressés et en même temps ils sont monitorés et aussi soumis à des excitations électriques en même temps. Le but, c'est d'arriver à faire apparaître des défaillances au niveau de ces composants. Donc, on a déjà fait des mesures en amont avant de mettre les composants sous stress, en mesure électrique. Alors, sur une résistance, c'est assez rapide, les mesures électriques. On mesure une résistance. Sur les condensateurs, il y a déjà plus de paramètres à mesurer. Et puis après, on va comparer, en fait, à intervalles réguliers. On va sortir les composants, on va les sortir des enceintes climatiques et on va refaire des mesures au niveau des cartes pour regarder comment chaque composant unitairement dérive par rapport aux autres. Est-ce que c'est une dérive générale qu'on constate sur tous les composants? Est-ce que c'est une dérive qu'on constate que sur un seul composant? Regarder un peu tous ces phénomènes-là. Et puis, quand on arrive à un composant qui présente une anormalité, on va dire, pouvoir aller jusqu'à analyser physiquement. On va ouvrir le composant, que ce soit sur les composants passifs, ça va souvent être de la microsection, une ouverture chimique, mais de toute façon, on va le contrôler, on va regarder quel est le phénomène physique
qui a amené la défaillance du composant. Alors, on est toujours à regarder quel est le phénomène physique qui amène un comportement électrique anormal au niveau du composant, puisque nous on considère qu'il n'y a pas de panne électrique, hein. Un électron, ça ne tombe pas en panne, que les pannes sont toujours physiques au niveau du composant, que ça soit par un défaut de fabrication ou un autre phénomène de vibration métallique ou autre au niveau de l'assemblage qui est validé sur les cartes. Tous les éléments sont bons pour pouvoir définir qu'est-ce qui est tombé en panne et qu'est-ce qui a causé cette panne pour pouvoir alimenter tous les modes de défaillance qui sont ressortis par le LARIS. Voilà, donc le but à la fin de ça, c'est d'arriver à sécuriser tout ce qui est grade médical d'un composant, définir tout ce qui va être éventuellement des tests à réaliser sur les composants, définir comment on peut utiliser les résultats de ces tests au niveau composant pour aboutir à une fiabilité au niveau système. Bien sûr, comme l'a dit Laurent, on ne part pas de rien, il y a un guide FIDES qui existe, mais si vous avez été très très attentif, parce que c'était écrit en très très petit dans les slides sur les plans d'expérience, hein, au niveau des résistances, on va tester des boîtiers en 0,1, 0,05. C'est des types de boîtiers déjà qui ne se manipulent pas à la main, parce que c'est vraiment trop petit, hein, c'est quelques centaines de microns. Et en fait, on n'a pas de traitement dans le guide FIDES de composants de cette taille-là. Donc, en fait, il faut vraiment aller rechercher effectivement comment ça se comporte, quelles sont les limites aux méthodes actuelles, comment on peut les contourner et comment on peut créer de nouveaux modèles à partir de là pour pouvoir donc définir ce grade médical et puis donc faciliter les choix techniques. Peut-être qu'à un moment donné, on va dire 0,1, 0,05, c'est pas mûr pour l'utilisation médicale. On ne sait pas où on va arriver. Voilà. Slide suivant. Voilà, donc, est-ce qu'on va sauter un ou pas? Non, c'est bon. En fait, bon, on va peut-être répéter ce qui a déjà été dit, hein, par rapport à un fabricant de medical device. L'avantage, c'est de pouvoir travailler tout de suite avec des composants qui sont fiables et qui sont aptes à être utilisés dans des dispositifs médicaux implantables. Diminuer les risques, gagner du temps, etc. etc. Après, on estime que ça va être, alors, pas plus simple, mais ça peut faciliter l'obtention des marquages, que ce soit CE ou FDA. Alors, peut-être pas la première fois, mais quand on va vouloir changer un composant à un moment donné, parce qu'il y en a un qui est devenu obsolète, ou parce qu'il y en a un qui est plus disponible sur le marché, ou dont les prix ont augmenté trop parce que pénurie, on va pouvoir avoir des composants de remplacement beaucoup plus facilement. Et puis, pouvoir travailler tout de suite sur augmenter la durée de vie théorique du système, parce que si on identifie tout de suite quels sont les éléments qui ont un impact sur la durée de vie du système, on va pouvoir tout de suite travailler sur ces composants-là pour pouvoir augmenter sa fiabilité et donc la durée de vie productive du système. Voilà, bon, avec aussi toute la minimisation des risques, hein, pour les investisseurs, hein, ne pas avoir de projet qui déraille dans le temps, etc., etc. Diminution des risques qu'aiment bien les investisseurs en général. Côté fabricant de composants, donc sur le slide suivant, on va avoir d'autres bénéfices. Alors, ça va être déjà pouvoir adresser de nouveaux marchés. Alors, pouvoir adresser de nouveaux marchés parce que aujourd'hui, un fabricant de composants dans un dispositif médical, c'est pas de carte prend tout à zéro, c'est qu'il va y avoir il va devoir traiter en même temps, savoir est-ce que son composant est le bon par rapport à l'application que le client veut en faire au niveau design, hein, au niveau design et écriture, mais aussi toute la partie est-ce que c'est bon pour être intégré dans un dispositif médical.
Donc, s'il y a déjà quelque chose qui le guide sur quel test à faire pour faire sur un dispositif médical, il n'a plus qu'à se préoccuper de est-ce que c'est le bon composant pour le design électronique qu'a prévu le concepteur d'EDM. Bon, et après, derrière, bah, bon, par rapport à une approche qualité, ça c'est pour les constructeurs qui voudraient rentrer dans cette partie composants médicaux, hein, pouvoir travailler directement sur des choses qui sont éprouvées au niveau des tests à réaliser, des résultats à faire derrière. Je vois qu'il y a une question, je crois qu'on a bientôt fini ce chapitre-là, on va pouvoir aborder la question juste après. Et après, derrière, donc, la Spec, le but, c'est vraiment de réduire tout ce qui est coût, on en a déjà parlé, hein, que ce soit en termes de développement, pour pouvoir tout de suite orienter le fabricant de composants vers les bons tests à faire pour travailler. Voilà. Donc, Alors, oui, peut-être répondre à la question là, qui était posée par écrit par Anne Giraudel. Est-ce que cette norme pourrait aussi servir à l'avenir à réaliser des tests en vue d'un recyclage des DM? alors, recyclage des DM. Alors c'est amusant parce que on est en train de travailler en même temps sur un projet de recyclage de composants. Euh, aujourd'hui, rien n'est mûr au niveau du recyclage des composants. Hein. Donc, déjà, on ne va pas travailler, nous, au niveau du recyclage des DM en nous-mêmes, parce qu'on ne travaille pas au niveau DM, on va travailler au niveau composants. C'est pas le but de Recom de travailler au niveau DM, ça c'est le concepteur de DM qui travaille au niveau du DM. Nous, on lui facilite la vie en lui indiquant en fait vers quel composant il doit s'orienter pour intégrer dans son dispositif médical. Alors par contre, on est en train de monter un projet sur le recyclage de composants. Il n'y a rien de simple au niveau recyclage de composants. Donc j'imagine qu'au niveau du recyclage de DM, c'est encore moins simple. Voilà. On a donc une main levée, Christophe Macré du SNITEM. Allez-y, Christophe. Alors, je pense que le son est activé. C'est bon, vous m'avez Oui, activé le c'est son? bon. Oui, parfait, excusez-moi. Merci beaucoup, en tout cas, pour donc Christophe Macré du SNITEM. Hein. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette présentation, pour le contenu, mais aussi pour avoir organisé ce webinaire qui peut nous permettre au plus grand nombre de pouvoir mieux appréhender le sujet. Je vous avoue que je n'ai pas qu'une seule question. En fait, j'ai beaucoup de questions et de réactions un petit peu à chaud sur le sujet. Parce que, en fait, moi, ce qui m'interpelle beaucoup toujours sur ce type de projet de création de référentiel, c'est que d'une part, et c'est quelque chose de très louable, il y a une volonté d'améliorer les choses, de rechercher finalement la performance, la fiabilité des composants, de fournir des guides et des outils aux différents acteurs qui, comme vous l'avez dit, n'existent pas aujourd'hui. Moi, la question que je me pose, et de toute façon, je ne pense pas qu'on va pouvoir y répondre là aujourd'hui, et de toute façon, c'est le but aussi des travaux, hein, c'est d'essayer de ne pas rajouter des contraintes supplémentaires à l'ensemble des acteurs, et je pense notamment aux fabricants, ni que finalement le bénéfice soit freiné par un frein au niveau de l'approvisionnement de certains composants. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, là, comme ça, j'ai du mal à apprécier, je dirais, et je m'interroge encore beaucoup sur les impacts pour les fabricants et les sous-traitants fournisseurs de composants. Ça, c'est un peu ma première remarque globale. Et si vous me permettez, les questions vraiment que j'ai après, c'est de se dire, bon, là, aujourd'hui, si j'ai bien compris, ce serait d'avoir effectivement une action hors spec pour aller plus rapidement sur un référentiel, enfin, pour sortir un référentiel plus rapide. Néanmoins, si un projet ou un référentiel ISO existe sur le même sujet, l'AFNOR spec ne pourra plus exister. Et donc, de toute façon, vous avez bien dit qu'effectivement, il y a une volonté de porter ce sujet après pour en faire un référentiel normatif au niveau ISO. Et à ce titre, moi, la question derrière, c'est de se dire, aujourd'hui, on est sur un périmètre qui, à première vue, concernerait les implants actifs en dispositifs médicaux. Mais de fait, est-ce que l'idée, c'est aussi d'élargir le référentiel après à d'autres dispositifs? Parce qu'on peut se poser la question de se dire, on l'a fait pour des implants parce qu'en termes de gestion de risque, on est sur des classes 3 principalement. Est-ce que pour des dispositifs électroniques de diagnostic ou d'imagerie qui certes ne sont pas implantables mais peuvent être considérés comme critiques, on va rentrer dans ce type de référentiel. Donc jusqu'où est-ce qu'on peut s'attendre à avoir ce référentiel porté? Ça, c'est une autre question aussi qui m'interpelle. Et enfin, puis après, j'arrête.
Juste la question que aussi je me posais, c'est par rapport au sponsoring. Vous avez dit qu'effectivement, le sponsoring aujourd'hui permettait aux différents acteurs, aux différents stakeholders de pouvoir éventuellement prendre part autour de table, mais que le sponsoring ne couvrait pas tout. Donc, est-ce qu'il faut s'attendre à un moment être bloqué, à devoir retrouver d'autres sponsors? Jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans l'élaboration de cette Fafnor Spec par rapport au sponsoring existant? Voilà. Alors, je vais répondre aux deux premières questions, puis je vais laisser Catherine répondre à la dernière, hein, parce qu'elle a plus d'expérience que moi sur la notion d'After Spec et sur ce qu'on peut faire avec les sponsors. Sur la première question, ça concernait est-ce qu'on rajoute pas des contraintes aux contraintes normatives des fabricants de DM? Alors, euh, on a abordé le projet avec Armelle Gracier du système, hein. Donc, on a échangé avec elle parce qu'elle avait exactement la même crainte. Et en fait, l'idée, c'est pas d'ajouter des contraintes normatives au fabricant de DM, hein. Le fabricant de DM, on va entre guillemets lui faciliter la vie, hein. Aujourd'hui, pour être, pour être sous-traitant dans la fabrication électronique des dispositifs médicaux, si on avait eu un tel système aujourd'hui qui nous aurait permis de pouvoir changer rapidement une référence de composants pendant la pénurie des composants, on aurait été très content de l'avoir. Ça aurait été vraiment pour le bien du fabricant de DM. D'accord. Après, aujourd'hui, deuxième exemple sur ce sujet, aujourd'hui, quand le fabricant de DM s'adresse à un fabricant de composants pour bien qualifier le choix de son système, en fait, il signe avec le fabricant de composants des NDA sur comment il va qualifier le composant pour pouvoir être implanté. Et à partir de ce moment-là, bah, c'est très difficile de passer sur un nouveau composant à la place ou de changer de composant. Donc en fait, on se retrouve très facilement verrouillé, ce qui est jamais agréable. Donc je pense que le système, enfin le côté cette norme est plus utile aux fabricants de DM que contraignante. Euh, Après, c'est ma vision, hein. On peut toujours Non, penser mais ça. je comprends, hein, effectivement, et je pense que de toute façon, c'est Euh, l'objectif dans ce référentiel, mais juste je suis désolé, pour l'aspect switch de composants, justement, c'est tout l'enjeu, c'est finalement, est-ce que ce référentiel pourrait être reconnu, je dirais, par les organismes notifiés, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'en termes de change control, une notification substantielle, c'est là que tout se joue, parce que les délais sont énormément longs au niveau des organismes notifiés, et contrairement à la pharma, où je serais tenté de dire qu'on a un référentiel qui est conforme, enfin une substance ou un matériau qui est conforme à une monographie type pharmacopée européenne, on peut plus facilement montrer l'équivalence, ce qui est très difficile au niveau des M, et effectivement, si un tel référentiel permet de dire on a un condensateur X et on veut switcher rapidement vers une autre référence qui a les mêmes spécifs et qui rentre dans les mêmes critères en termes de normalisation, enfin, de critères normatifs, et que c'est reconnu, effectivement, je suis tout à fait d'accord, ça peut accélérer et faciliter le switch pour éviter d'être en rupture et pour faciliter les démarches même réglementaires au niveau des fabricants. c'est vraiment le but. Après, derrière, est-ce que ça peut devenir contraignant à un moment donné? Je sais pas. Je sais pas, les organismes notifiés, je sais pas ce qu'ils veulent en faire derrière, hein. Aujourd'hui, on est sur un AFNOR Spec. Une AFNOR Spec, c'est l'application volontaire, hein. Après, derrière, c'est vrai qu'on compte tout de suite partir sur une norme parce qu'on pense que ça n'a, vu le nombre de fabricants de composants qu'on a en France, le but, c'est vraiment de porter la chose à l'international. D'accord. C'est pour ça qu'on essaie de tout faire en anglais, hein, mis à part aujourd'hui, à l'oral, mais les slides sont en anglais, hein, pour pouvoir porter plus facilement tout ça à l'international. Ça fait partie aussi quand on parle de. Voilà, je laisserai Catherine parler de sponsoring après. La deuxième question, je l'ai oubliée. Élargissement. Et élargissement à d'autres types de DM, y compris les outils de diagnostic. En fait, dans une des premières scènes que j'ai présentées, c'était comment était traitée la fiabilité dans un avion par rapport à un dispositif médical implantable. Aujourd'hui, tous ceux toutes les électroniques qui vont dans les systèmes où on n'a pas de problématique d'emplacement de volume, ça peut être traité la fiabilité par des systèmes de redondance dissemblance. Donc en fait, cette fiabilité du composant est beaucoup moins recherchée que dans les dispositifs médicaux implantables. Voilà, donc pour l'instant, on ne voit pas l'intérêt de se décaler vers d'autres systèmes. Peut-être y en avoir un, hein, on ne l'a pas encore vu. Donc peut-être dans le futur, hein, puisque bon, comme Catherine l'a dit, ces after specs comme les normes sont évolutives, hein, donc on peut être amené à rajouter des choses dans le futur. Et pour l'instant, c'est des cas d'application
qu'on ne traite pas de manière prioritaire parce qu'on n'a pas vu l'utilité de le traiter au vu de cette possibilité de traiter la fiabilité par la redondance descendante. Et je vais laisser la parole à Catherine pour la question sponsoring. Oui, la question vous posiez effectivement de sponsoring, jusqu'où on pouvait aller. Euh, on a démarré les travaux grâce à l'investissement financier d'Otico Médical et Tronico. On avait un troisième partenaire, hein, qui s'est désisté à la dernière minute. Il y a eu des restructurations internes de dernière minute, donc voilà. Par exemple, ce qui n'est pas couvert aujourd'hui, et on l'aurait vu tout à l'heure, il y a une volonté de portage de cet AFNORSPEC donc à la normalisation internationale. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir une version anglaise. Cette version anglaise permet aussi de promouvoir en amont le projet auprès d'une large communauté internationale. Typiquement, aujourd'hui, on n'a pas le financement pour avoir cette version en anglais. Euh, d'autres travaux très similaires, hein, mais qui concernaient plutôt les circuits imprimés, la publication de l'AFNORSPEC, donc il y a eu des événementiels qui ont été créés, et notamment à Angers. Je ne sais pas, Laurent, si vous aviez suivi, hein, il y avait aussi l'université d'Angers qui était impliquée. Tout un événementiel pour communiquer le plus largement sur les travaux. Ça aussi, c'est pas pris en compte. Donc voilà, on va démarrer, on pourra aller jusqu'au bout puisque Tronico s'est engagé, hein, de toute façon à pouvoir financer au maximum, mais je pense que on se devait de vous proposer d'être sponsor et d'avoir donc une visibilité un petit peu supérieure donc sur ce projet-là. Juste j'ai quelques questions. Alors, une question écrite d'Alexandre Moulin, hein. Des spécifications génériques et détaillées sont définies par l'ESCC et l'IEC pour les composants passifs. Ont-elles fait l'objet d'une étude préliminaire? Jean? Je vais laisser Laurent répondre. Laurent, oui, ou Laurent? Alors c'est le mot spécification que je suis pas sûr d'avoir compris. Des spécifications en termes de fiabilité, Alexandre. Alexandre, vous pouvez peut-être lever la main et puis vous exprimer. Là, je vous ai donné la parole, hein. Très bien. Vous m'entendez? Oui, oui, très Très bien. bien. Bonjour Alexandre Moulin, Société Vichy à Nice. Donc effectivement, je me permettrai de poser cette question-là, puisqu'il existe donc aujourd'hui des standards établis, hein, et normatifs, notamment via le SCC. Donc il existe des spécifications génériques, notamment pour les composants électroniques, et on va même sur les spécifications de détail. Et on a de même pour les résistances, notamment au niveau IEC, où on a des groupes de normalisation qui existent avec le TC40, qui est défini, donc, et qui définit les IEC, notamment la 60-115-1, qui régit la résistance pour ma partie. Et derrière, on va aussi retrouver des spécifications dites de détail sur des composants assez spécifiques. Voilà, ma question, c'était est-ce que du moins, est-ce que ces spécifications ont fait l'objet d'études préliminaires, puisque elles sont, enfin, pour ma part, relativement bien détaillées. Il y a quand même un gros travail qui est réalisé sur celle-ci. Alors, oui, alors elles ont été prises en compte pour partie lorsqu'on avait considéré que ça avait, en fait, dans les plans d'expérience qu'on a conçus pour dimensionner après dimensionner des plans d'essai sur les différents types de composants, on a pris les caractéristiques technologiques. Et potentiellement, on est allé voir ces spécifications pour essayer de déterminer quelle pouvait être celle qui avait un impact sur la fiabilité. Mais on n'a pas trouvé, c'est pour ça que je posais la question de spécification directement sur la fiabilité dans ces normes-là. D'accord. À moins que vous en ayez, mais et je suis preneur auquel cas. Ouais, c'était simplement pour le lien, parce qu'effectivement, il y a certaines exigences de test
que ce soit sur l'IEC ou via le ACC, qui sont sensiblement identiques. Et donc, l'idée, ce serait potentiellement de reprendre la même philosophie, en tout cas de test, pour éviter de dupliquer ou de refaire Tout à fait. ou de réinventer la poudre, hein, tout simplement. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, il y Là, a des- sur l'ensemble des procédures de test qu'on a essayé de mettre en place, l'idée justement est de se dire aussi par rapport aux différents fabricants de composants électroniques d'essayer de garder des procédures de test similaires, mais et soit d'ajouter d'autres procédures de test complémentaires qui sont spécifiques Oui, à des défauts qualité liés à l'environnement médical, soit juste d'avoir un dimensionnement des niveaux en gardant la même procédure de test pour être capable de qualifier à un niveau de fiabilité suffisant par rapport à l'environnement médical. Mais en effet, de garder les mêmes procédures de test. Alors, principalement, on s'est basé sur les procédures type JDEC ou AECQ 100, 200, hein, pour 200 pour les composants passifs, mais en effet, sur l'ensemble on a essayé de regarder l'ensemble des normes pour mettre en place ces procédures de test. mais Et vraiment, l'idée, c'est, les normes de l'IEC, en tout cas, enfin, en tout cas, qu'on va même retrouver au niveau du Sénélec, hein, sont vraiment liées à un système bien établi oui. aujourd'hui, et elles sont quand même assez réputées, oui, effectivement. Et l'idée, c'est là, c'est de pas de réinventer en effet d'autres procédures Oui, différentes, mais d'avoir vraiment le même schéma de procédure de test, mais avoir un plan qui est spécifique après adapté en termes de niveau de facteurs de stress. ça marche. Juste avant de passer la parole à Julien Pasquier, euh, quand on a réfléchi au projet, la question s'était posée sur le portage, on l'a parlé, hein, l'objectif c'est d'avoir une norme internationale. Et donc, dans quelle structure on pourrait proposer la norme? Et ça n'est possible qu'effectivement, si on n'est pas redondant ou contradictoire avec les normes existantes, hein, forcément. Julien Pasquet, je vous passe la parole. Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci à l'AFNOR pour cette initiative et aux intervenants et aux sponsors. Ma question va être sur le scope du projet. Merci pour les explications et le retour d'expérience du projet RECOM pour la fiabilité. Et j'ai bien noté que c'était aussi en vue de dispositifs implantables. Je travaille en tant que consultant indépendant pour les fabricants de dispositifs médicaux et notamment sur des dispositifs électromédicaux. Je précise, je ne représente personne en particulier. J'ai travaillé sur des systèmes type ventilation et également capteurs utilisés dans les systèmes de télésurveillance à domicile. Dans ce contexte, l'aspect fiabilité des composants n'a pas été bloquant. Et en pratique, la fiabilité est limitée par la durée de vie de la pile et de la gestion. Par contre, un point important concerne potentiellement le relargage de particules, le relargage de certaines substances cancérigènes, mutagènes. Donc en pratique, ce sont l'exigence générale de sécurité et de performance du RDM 10.4.1 et 10.4.2. Avez-vous eu l'occasion de faire des tests et des évaluations sur des relargages de particules ou de composants volatiles, afin notamment d'évaluer la biocompatibilité des chemins de voie de gaz respiratoire? Envisagez-vous dans le scope de cette spec d'aborder cet aspect? Alors aujourd'hui, on ne l'envisage pas, hein, le, le but n'est pas de travailler sur la biocompatibilité directe du composant lui-même, quoi. Hein, on part du principe que la biocompatibilité est gérée au niveau système et non pas au niveau composant lui-même. Donc, c'est pour ça qu'on ne l'envisage pas. Alors, j'ai une autre main levée, Jean Biennim. Voilà, vous avez la parole, Jean. Peut-être, Jean, donnez. Vous avez la. Alors,
Jean-Bienny, Oui, oui, est-ce que vous voilà. m'entendez? Oui, on vous Est-ce- entend, ça y est, oui. Ok, parfait. Oui, merci beaucoup pour cette présentation, hein. J'avais juste une petite question simple, parce qu'en fait, en tant que fabricant de dispositifs médicaux, nous sommes astreints à énormément de contrôles, on va dire, a posteriori, hein, en se basant notamment sur la norme 60601 et toutes les normes collatérales qui en découlent, sachant que euh, dans certains cas de figure, il ne s'agit plus d'évaluer le simple composant. Bon, effectivement, il peut être intéressant d'examiner les caractéristiques en termes de précision, robustesse au niveau du composant unitaire, mais un composant qui finalement est encapsulé dans un système, finalement, à la fin, c'est ce système qui sera évalué en termes de biocompatibilité, en termes de compatibilité électromagnétique et test de non-pyrogénicité, etc. Voilà. Et du coup, ma question, c'était, du moins la première question, c'est comment vous articulez ce projet avec l'ensemble, et il y en a vraiment, hein, une foultitude de spécifications, de recommandations sur la 601, et ensuite sur quel est le niveau de composants de la plus petite résistance condensateur jusqu'à un microcontrôleur ou un FPGA, etc. À quel niveau voilà, on va s'arrêter en termes de scope, hein, pour ce projet. Merci. Laurent, tu prends un nom ou non? Comme tu veux. Je vais essayer de faire une première partie de la réponse, notamment au niveau de la 6601. C'est vrai que la 6601, elle va être clairement au niveau du système, avec des exigences de fiabilité à ce niveau-là. Là, l'idée de la norme, ça va être de permettre aux fabricants d'EDM de pouvoir s'assurer de certains niveaux de fiabilité minimum au niveau de ses composants électroniques, qui va lui permettre, lui, lorsqu'il va faire son évaluation, j'allais dire prévisionnelle, avant essai, hein, puisque dans le cas des dispositifs médicaux implantés, les essais restent quand même recommandés, de pouvoir s'assurer d'un niveau de fiabilité, j'allais dire minimum, a priori, avant de faire les essais, et donc d'aller plus vite dans la réalisation des essais en vue de la certification. Hein, là, c'est juste par rapport à l'expérience qu'on a eue, nous, en travaillant avec des fabricants de dispositifs médicaux implantés pour définir des plans d'essai système pour la qualification, hein, que je parle. Voilà pour une première partie de la réponse. La deuxième était au niveau du composant, l'ensemble des composants. Alors là, dans le cadre du projet RICOM, bon, on a défini un ensemble de composants passifs, actifs. Je ne pense pas qu'on va pouvoir faire la totalité, notamment il y a des questions sur les MEMS qu'on se pose également. Est-ce qu'on les inclut ou pas? Voilà. Tous ces éléments-là sont à discuter dans le cadre de la norme, j'allais dire plutôt. Je prends un exemple sur les MEMS, c'est les travaux qui ont été menés sur les MEMS, en particulier par l'équipe de Laurence, et puis par les retours d'expérience qu'on a par des fabricants de MEMS, c'est que la plupart du temps, les défauts sur les MEMS sont à peu près les mêmes que ceux qu'on trouve sur les composants normaux, si ce n'est au niveau du capteur lui-même. Mais il y a tellement de capteurs différents au niveau des MEMS qu'on ne peut pas traiter l'ensemble des technologies de capteurs au niveau de la norme. Sur les MEMS, on va être très limité rapidement par la multitude de technologies qui va exister au niveau du capteur en lui-même. Par contre, le MEMS, il est encapsulé dans un boîtier. Aujourd'hui, la majorité des défauts qu'on voit sur les composants électroniques, les circuits intégrés, hein, c'est la plupart du temps, on est sur des défauts qui sont de type boîtier, de type assemblage. Et ça, les défauts d'assemblage, une fois qu'on sait le type de test qu'il faut mettre en œuvre pour faire apparaître un défaut au niveau des assemblages, ça va être valable après, quel que soit le type de composant qui est dedans, que ce soit un amplificateur opérationnel ou de la porte logique. L'assemblage, il va réagir de la même manière, quelle que soit la nature du silicium. Après, est-ce qu'il y a des défauts liés en fait à la fonction du silicium en lui-même
qui soit différente d'un composant à l'autre, pour l'instant, oui, ça existe, mais c'est pas là où on a le plus de, c'est pas là où on a le plus de probabilité de défaillance. Jean, vous avez une autre question? Vous aviez relevé la main. Jean Denim. Euh, excusez-moi, j'avais juste oublié de baisser la main, hein. C'est parfait, D'accord, merci. ok. Non. Juste, il y avait une question tout à l'heure, enfin, a été sous-entendu dans une question un petit peu le périmètre. On va voir le scope tout à l'heure, mais il y a une interrogation sur sur le type de DM, DM in vitro, DM. Jean, Jean Bastide. Donc, dans un premier temps, on va se limiter au DM div. Tu confirmes, Jean, et on attaquera les autres DM plus tard. Ce que vous venez de dire, Catherine, je suis désolé. J'ai pas compris ce que vous venez de dire, Catherine. Ah, pardon. Oui, je disais parce qu'il y avait une question tout à l'heure qui portait un peu sur le périmètre. Savoir est-ce que c'était, je synthétise, est-ce que c'était tous les DM ou DM div? Là, on avait spécifié qu'on démarrait donc les composants dédiés au DM div dans un premier temps. Non, on est sur les DM implantables de manière générale. Voilà, oui, oui, les DM implantables, oui, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Non, bah écoutez, on passe à la suite. De toute façon, vous aurez toujours la possibilité, si vous avez des questions a posteriori, de nous les soumettre. On y répondra, bien entendu. Alors, juste en termes pratiques, maintenant concrètement, comment fonctionne un groupe de travail autour du NAF-NORSPEC? Juste, attendez, je désactive des sons. Voilà. Donc, quand on est sur une AFNORSPEC, donc il y a toute une première partie où on va, avec les partenaires, on va définir le cadre des travaux. Lorsque ce cadre donc est fixé, et c'est important qu'il soit bien fixé, donc on a une information donc publique pour informer le plus grand nombre de l'initiative qui va être lancée. Troisième partie, donc vous avez cette réunion de lancement des travaux, ce qui est le cas aujourd'hui, qui va permettre de présenter le projet, de valider son périmètre, son contenu, de définir déjà les prémices de méthode de travail, confirmer donc la personne qui va animer un groupe, puisque dès lors on a un groupe, on a un animateur. AFNOR donc apporte le soutien, disons, et assure le secrétariat du groupe, mais on a donc un animateur. Et donc enfin aussi, donc c'est dans cette partie-là où vous confirmez donc votre participation, votre adhésion, votre participation aux travaux. Alors juste, je vois que j'ai une question. Ah, oh, d'accord. Alors, ensuite, donc, il y a donc toute une phase de rédaction. Donc, c'est une co-coproduction de l'ensemble des parties. Donc, c'est itératif. Il y a 5 réunions, donc incluant la réunion d'aujourd'hui, donc dite des réunions plénières, au cours desquelles donc nous allons, enfin vous allez donc pouvoir avancer dans la rédaction du projet, valider chaque étape de développement du projet. Et donc, et au cours de ces réunions, donc, on va pouvoir donner donc les indications, les axes de travail pour le groupe d'experts. La publication pour cette AFNORSPEC est prévue donc pour fin 2024, décembre 2024. On parlait tout à l'heure du sponsoring. Là, aujourd'hui, ce qui est pris en charge très clairement, c'est que la version, en tout cas française, de l'AFNORSPEC donc sera accessible gratuitement à tout internaute.
et pourrait être diffusé très largement, hein. C'est un élément, c'est un des avantages de la méthodologie AFNORSPEC et c'est absolument essentiel pour en assurer la promotion. Alors, il y a un cycle de vie hein, d'une AFNORSPEC, tout comme une norme. Euh, c'est pas un document qui est figé, il doit toujours répondre aux besoins en phase avec le marché. Donc, tous les 5 ans au plus tard, c'est vraiment au plus tard, donc en fonction des retours terrain, on décide de ce que l'on va faire de cet AFNORSPEC. On l'a dit tout à l'heure, il y a une volonté clairement affichée de pouvoir porter ce document-là donc à la normalisation et donc à l'IEC. Hein, donc, puisque là, on est vraiment dans le secteur des électrotechnologies, donc c'est à l'IEC. En termes de, je reviens un peu en termes de participation, comme je disais tout à l'heure, donc AFNOR va piloter, va aider au pilotage du groupe. Donc il y a tout un support en termes de processus, de logistique qui est apporté donc par AFNOR. Donc comme je le dis, c'est Noémie Tourès hein, qui sera secrétaire de la commission. Ensuite, en termes de participation des membres, hein, il y a 2 niveaux. Il y a un premier niveau qui est on va plutôt avoir on va participer aux plénières et on va contribuer à une relecture critique du document et pouvoir, grâce au recul que vous aurez, pour pouvoir donc apporter des compléments, poser des questions, peut-être émettre des critiques constructives. Autre niveau de participation, où là, c'est carrément, on est expert et on va contribuer à la rédaction. Donc, on prend la plume, hein, on va prendre le stylo. Donc là, on préconise généralement des petits groupes, des groupes restreints. Il est plus facile de rédiger un document à 3 qu'à 30. Et donc, ce petit groupe, ces groupes d'experts donc, pourra se réunir autant que nécessaire pour avancer sur la rédaction. Et à chaque étape, grande étape, le document qui aura été élaboré sera soumis à l'ensemble des membres pour relecture critique, discussion, voire à être amendé. Est-ce que tout est clair? Est-ce qu'on est tous d'accord sur le document? Ah, décidément. Juste au niveau d'AFNOR, hein, nous mettons à disposition de nos commissions et de tous les groupes une plateforme collaborative. Donc cette plateforme vous donne accès à la liste des membres. Vous avez donc tous les dossiers de réunion, toute la gestion documentaire et toute la communication qui pourra se faire entre les divers experts. Donc c'est vraiment un outil électronique facilitateur du travail de tous. Alors, est-ce qu'il y a juste des questions-réponses sur cette partie très générique de l'AFNORSPEC? Alors, j'ai une question écrite, Jean-Louis Divou, pourquoi pas au Sénélec? En effet, on pourrait se poser la question pourquoi pas uniquement au niveau européen, surtout qu'on parlait tout à l'heure de DM, de règlement européen. Tout simplement, c'est que la priorité au niveau normalisation est donnée au niveau international. Voilà, on fait pour le plus grand nombre et automatiquement, par contre, on reprend au niveau européen. C'est simplement le process qui sauf cas très particulier où on fait une norme qui n'est qu'applicable qu'en Europe. Donc la préférence est donnée au niveau international. Voilà la raison. Si on veut donc faire un portage au niveau européen, il faut sacrément argumenter que ça n'intéresse pas les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Afrique, etc. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions, justement? N'hésitez pas à lever la main. Bon, c'était une partie très, très générique, hein, bien sûr. Donc là, on parlait tout à l'heure du scope, justement. Donc on va arriver donc sur la partie plus technique.
Donc, ce qui vous est proposé aujourd'hui en termes de titre, scope, donc c'est grade médical pour les composants électroniques. Et au niveau du scope, démontrer la fiabilité des composants de dispositifs médicaux en définissant une méthodologie d'évaluation et de qualification de la fiabilité des composants. Par rapport au titre et au scope, est-ce qu'il y a des remarques, des questions? On peut l'amender, hein, donc n'hésitez pas à intervenir si vous avez donc des contributions pour modifier le titre qui vous semble permettrait de rendre le projet plus clair, plus précis. Donc voilà, bon, on prend vos premières réactions en séance. Alors Christophe Macret, alors attendez, juste il faut que je vous donne la main, Je la pense que c'est parole. bon. Ah bah c'est bon, vous Oui, je pense l'aviez. qu'en fait, j'ai dû garder depuis tout à l'heure le Oui, micro oui, oui. séparé. Merci beaucoup. Bah, alors, c'est un petit commentaire assez enfin, mineur, assez évident, mais c'est simplement peut-être dans le scope de repréciser que pour l'instant, en tout cas, on reste sur de l'implantable, Mhm. parce qu'on a de la notion de medical device et parler vraiment de notion d'implantable, je pense, dans un premier temps, même si je pense il faut pas se voiler la face, hein, ce type de référentiel, une fois porté à l'ISO, en général, comme ils vont trouver un intérêt au niveau des différents stakeholders, ça risque enfin ça risque, pas forcément un risque, mais en tout cas de s'étendre Ah, à d'autres dispositifs, enfin actifs bien évidemment, mais du coup, voilà, peut-être repréciser qu'on est pour l'instant, en tout cas dans le cadre de la FNORSPEC, sur du dispositif médical implantable. oui. Est-ce que Jean, Laurent, ça vous semble cohérent? De toute façon, c'est ce qu'on avait dit, hein, donc je pense que oui, Tout à fait. oui. Tout à fait également. Si de mon côté. Alors un, non, table et alors bon, voilà. Est-ce que ça convient à tout le monde? Alors j'ai une question écrite. Implantable actif, Jean-Louis Divou nous propose. C'est vrai que dans le cadre du projet RECOM, nous, on est sur les médicaux implantables actifs. Après, ça peut être là, pour le coup, c'est une discussion. Oui, de toute façon, à partir du moment où on parle de composants électroniques, on est sur Mm. pas d'actifs. Donc c'est sous-entendu, mais après, derrière, c'est vrai que Peut-être le préciser c'est pour vrai éviter qu'on va toute peut-être le préciser. interprétation. Voilà, pour éviter toute interprétation possible. If. Alors, non, on en direct, va terminer. Donc, chez Jean Bienim, alors je ne sais plus si vous aviez conservé la parole. Non, mais vous avez le son. Jean, vous pouvez ouvrir votre micro. Parfait. Oui, juste, mais c'est peut-être à aller dans le détail, mais je pense que ça permet de fixer également le scope en termes de direction, on comprendra pour l'évaluation de la conformité si on précisait qu'on est bien sur de l'implantable classe 3 et 2B. Voilà, parce que c'est aussi bien valable pour de la classe 3 que 2B. Là, pour le coup, je n'ai pas Jean, Laurent. Ouais, là, je suis moins fan. C'est parce que s'il y a des nouvelles classes qui apparaissent, après, derrière, Ah oui. on va pas changer, quoi. Hmm. Je préfère rester des MIA, parce que je suis pas maître d'éventuelles nouvelles classes qui pourraient apparaître, ou des changements de nom, ou d'une nouvelle classification. D'accord, On va mais mettre là, la main ça nous rend un peu très, très large aussi hein, en termes de scope, hein, si on ne. Euh, après avoir, hein, voilà. Alors, ça peut faire l'objet de Mon premier discussions. sentiment comme ça, a Oui. priori. Ça peut faire l'objet de discussions complémentaires à la prochaine réunion, hein, vraiment se mettre d'accord. Ça peut être l'objet dans le scope d'une note, hein. Disons, à date, on part par rapport à la situation actuelle pour que classe 3, mais à voir, hein. Alors, j'ai Julien Pasquier aussi qui a levé la main. Julien, allez-y, vous avez le son, hein. Oui, j'approuve pour la précision active implantable medical device. Merci Jean-Louis.
Par rapport à la remarque concernant les classes que vous avez faites, monsieur, précision 1, effectivement, les classes peuvent évoluer dans le cadre du règlement. Et deuxième point, a été évoqué que l'objectif est de faire une norme internationale. Or, les classifications classe 1, 2, 3 des dispositifs dépendent des réglementations et peuvent européenne, ouais. changer selon les réglementations. Oui, tout à fait. Excellent point, hein. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur le titre et le scope? Alors, au niveau ensuite structure, hein, donc Jean, je vous laisse continuer pour dire, là c'est vraiment très synthétique, hein, mais expliquer un peu comment on envisage la structure du document, hein, qui fera l'objet de discussions ultérieures, mais simplement pour donner une idée très générale des orientations. Alors, pour l'instant, c'est même pas un squelette, hein, c'est un embryon, hein. C'est des idées sur la partie profil de mission, toutes les contraintes qu'on peut trouver autour, à partir de ces contraintes, que ça soit lié au profil de mission ou autre, c'est regarder en fait quels sont les tests qui sont pertinents en fait, et puis comment on décline ces tests sur les différents types de composants où on va attaquer vraiment la structure technologique, comment est fabriqué le composant et autres. Donc, tests différents d'un composant à l'autre, puisqu'on cherche du défaut physique, donc on dépend vraiment de la technologie du composant. Donc, on voit une partie plutôt orientée description, profil de test, etc. Et une partie de qu'est-ce qu'on applique pour quel type de composant. C'est pareil, c'est une idée comme ça de démarrage, hein. Après, derrière, c'est à nous de voir ensemble comment on va pouvoir faire évoluer ça pour aboutir à la structure définitive. Mais je pense que ce sera l'objet des premières, Les premières discussions, oui. discussions. Effectivement, il y a un embryon qu'on va remettre en forme et on va partir de cet embryon. En tout cas, ça a le mérite, on ne part pas. Voilà, il y a un embryon qui existe, donc il fera l'objet de discussion à la prochaine réunion. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, même si c'est encore très générique, hein, on n'est pas rentré dans le détail sur cette partie-là? Écoutez, alors je reprends le mode. Alors, ici. Alors, donc maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, donc il y a trois choses à voir. Donc, est-ce que, donc, au niveau du tour de table, donc, est-ce que vous approuvez le projet ou plutôt est-ce qu'il y a des objections à lancer ce projet? Christophe, vous avez levé la main. Allez-y. Oui, merci. Alors, j'ai pas d'objection du tout. Je pense qu'effectivement, de toute façon, c'est quelque chose de très positif. Et puis, de toute façon, sur ce type de référentiel, comme ça a été dit, aujourd'hui, il n'y a rien. Et si c'est pas nous, au niveau français, qui portons ce sujet, ça peut émerger d'autres pays. Donc, à la limite, il faut mieux être aux commandes dès le début. Moi, la seule chose que je tiendrais quand même à voir un petit peu en termes de warning, c'est que ce projet, en tant qu'AFNOR-SPEC, ce sera bien évidemment positif. Par contre, il ne faut pas s'arrêter là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait derrière qu'on va le porter au niveau international, au niveau de l'IEC, ça veut dire qu'il faudra continuer à être très actif pour pas qu'on perde un petit peu, je dirais, le contrôle sur ce référentiel et surtout qu'il n'y ait pas un moment où on soit en vrai décalage avec notre environnement réglementaire, nos exigences, et que là, pour le coup, on soit amené à voir intégrer à ce référentiel des choses qui rajoutent des exigences ou qui vont nous poser des difficultés dans le cadre de nos exigences MDR, hein. Encore une fois, quand on va à l'international, on ne prend pas compte, on ne tient pas compte, je dirais, des réglementations dites souvent régionales, hein. On a ce sujet sur plein d'autres choses au niveau ISO, dans d'autres sujets. Et en tout cas, voilà, il faut qu'en tout cas, si le sujet
aujourd'hui mobilise un certain nombre d'industriels que si on commence à mettre les mains dedans, on porte le sujet jusqu'au bout et qu'on le suive, en tout cas, au niveau international demain, pour éviter d'éventuelles dérives. Enfin, c'est vraiment ça, je pense, moi, ma plus grande crainte et vraiment l'attention que je pense qu'il faut qu'on porte à ce projet. Jean, Laurent, vous Non, avez mais des... tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Oui, alors c'est l'objectif. Juste pour vous donner un exemple sur une précédente AFNORSPEC, on était exactement dans la même configuration et on a défini des classes de routage pour les circuits imprimés par rapport aux exigences des produits dans lesquels ils étaient utilisés. Donc l'AFNORSPEC, les travaux ont permis d'avancer donc très vite sur ce document. Il y a eu donc un effort de promotion considérable. Je vous parlais tout à l'heure d'événementiels, il y en a eu plusieurs. Euh, il y a eu déjà des retours terrain. Il y a même des logiciels de modélisation qui ont été mis en place sur cette base-là. Et dès l'origine, et ça va se faire là bientôt, c'était de le porter donc à l'IEC. On a identifié la commission et donc c'est prévu. Et comme je disais, d'avoir aussi cette version en anglais, on le verra après, prochaine réunion certainement, ça permet aussi de commencer à aller tâter le terrain, prendre la température auprès des divers acteurs à l'étranger, sachant qu'au niveau du RECOM, il y a aussi déjà des entreprises adhérentes qui sont étrangères hein, à la base. Juste j'ai une question de Jean-Louis Divou. Y a-t-il un état de l'art existant, exemple MLS? Alors, c'est le mot toujours pareil. MLS, là, j'ai pas l'abréviation. Donc, on a construit des. C'est là où je suis pas sûr de répondre, donc je vais tenter une réponse pour Jean-Louis. Là, on a fait des états de l'art sur chacun des composants, hein. Du point de vue à la fois de l'aspect, quels sont les types de défocalité qui sont présents le plus souvent, et notamment dans le cadre des dispositifs médicaux, d'accord, implantés actifs, en Alors juste basant également. MLS, Medical Left Support. Non, alors dans ce cas-là, non. En effet, sur cet aspect-là, non, pas exactement. Enfin, si je comprends bien la traduction. Christophe, vous avez toujours la main levée, c'est pour une nouvelle question? Vous avez oublié Voilà, Non, non, désolé, merci. d'accord. Maintenant, un petit. Alors, avant de faire un petit tour de table, donc pour l'animation de ce groupe, donc on avait proposé, enfin, AFNOR propose donc Jean Bastide hein, qui vraiment a porté ce projet, s'est beaucoup investi au niveau de l'AFNOR. Si vous en êtes tous d'accord, est-ce que tout le monde approuve la nomination de Jean pour animer le groupe? Pour ceux Oui, qui oui, sont. moi, évidemment. Bon, écoutez, je vois pas en tout cas d'opposition. En tout cas, merci hein, Jean de cette proposée. Donc j'ai Alexandre Moulin qui effectivement nous répond oui, parce que donc c'est quand même un investissement hein, supplémentaire. Donc un grand merci à vous Jean pour prendre en charge donc cette mission. Je En ferai tout termes pour en être de digne. Je ferai tout pour en être digne. Voilà. Mais on en est sûr. Au niveau participation, alors je ne sais pas si on peut tenter un petit tour de table, savoir s'il y a des personnes donc qui effectivement qui souhaitent rejoindre le groupe et nous préciser le cas échéant si vous êtes prêt à prendre la plume ou vous allez plutôt être le groupe relecteur critique du projet. Euh, alors attendez, j'ai une petite question. Ouais. S'il y a des gens qui veulent être sponsors aussi. Voilà, ça, bon, c'est encore autre chose. Ça, je préfère qu'on voit après. Hein, donc, je vous dis, n'hésitez pas donc à revenir vers nous. Mais pour l'instant, au moins, donc, pour rejoindre le groupe, dès lors où vous nous confirmez que vous souhaitez rejoindre le groupe, donc vous avez vu tout à l'heure la plateforme. Donc, on vous enverra une fiche d'information
si jamais donc nous n'avons pas vos coordonnées, de manière à vous ajouter dans nos bases et de vous inscrire sur cette plateforme. Et là, à partir de là, vous recevrez tous les documents, vous serez associé donc à l'ensemble du projet, donc à aujourd'hui jusqu'à la publication. Alors, Christophe, oui? Oui, mais c'est simplement, alors je sais pas si c'est à ce moment-là, je suis désolé, c'est pas le moment. Donc en tout cas, moi, côté SNITEM, je suis tout à fait partant pour participer au projet. Mm. Néanmoins, je tiens juste à préciser que euh, moi, je vois plutôt mon rôle comme faire le lien avec, on va dire, la réglementation MDR actuelle et vérifier que sur l'aspect global, je dirais, sur l'aspect euh, process, on va dire qualité, sélection de composants, spécifiques, etc., on soit, je dirais, sur une approche globale pour l'ensemble des industriels qui soit favorable au plus grand nombre. Par contre, bien évidemment, sur l'aspect technique, hein, là, il ne faudra pas compter sur moi sur les composants électroniques, ce n'est pas ma tasse de thé, malheureusement. Mais merci de votre participation, Monsieur Maître. Ah non, elle sera tout à fait appréciable. Ce lien est très important, hein, vous avez raison de le rappeler. Alors, une autre main levée. Donc, Alexandre Moulin, allez-y. Vous avez la parole, Alexandre. Il faut remettre votre micro. Votre micro est coupé, Alexandre. On ne vous entend pas. Alors, en attendant qu'Alexandre retrouve le son, donc on a Jean Bienim hein, qui souhaite rejoindre le groupe en tant que contributeur et rédacteur pour les specs. Hein. Merci, Jean. Oui, ça doit fonctionner. Donc également, Ah voilà, ça y est, Alexandre, on vous Super. entend. J'ai tellement de boutons de partout que... Non, effectivement, je souhaiterais pouvoir participer effectivement, au groupe de normalisation. Euh, voilà, et pour faire part de mon expertise aussi technique, notamment au niveau du composant passif. Oui, d'autant que euh, on a eu l'occasion de travailler ensemble avec Alexandre en normalisation, puisque Alexandre est l'a dit tout à l'heure, très investi dans les comités de normalisation IEC et Senelec TC40 sur les composants passifs. Et vous êtes toujours président du comité européen, hein, je crois. Non, j'ai passé la main. Ah, vous avez passé la main, bah voyons, bah alors. Oui, En tout cas, bon, une très grande expertise technique, mais aussi voilà, des instances de la normalisation. Donc, c'est très appréciable. Merci beaucoup. Antonio, alors attendez, rebaissez la main après, parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Julien Pasquier, allez-y. Oui, donc Julien Pasquier, je suis volontiers disponible pour le groupe. Mon savoir-faire, il est plus dans l'utilisation des normes et les dispositifs électromédicaux et lien avec la réglementation. Moins pas spécialiste des composants électroniques en soi, mais donc pour aider à élaborer la norme et à la relecture critique, volontiers disponible. Il y avait monsieur Antonio Tabosa qui avait levé la main tout à l'heure. Je vous ai donné la parole, Antonio. Allez-y. Oui, 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 bonsoir. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Ok. Donc moi, je suis un peu dans un domaine un peu différent du médical parce que je suis dans le ferroviaire. Par contre, je pense que sous réserve de revérifier mes possibilités d'un point de vue dispo en début d'année auprès de mes collègues, je pense que j'aurais peut-être une plus-value sur l'aspect relecture critique, dans le sens où on est dans un domaine électronique où on demande à aussi avoir des exigences importantes sur la fiabilité des composants et sur des tests de qualification, d'homologation. Donc je pense que sur cet aspect-là, on pourrait, alors quand je dis on, c'est moi et peut-être un ou deux de mes autres collègues qui sont sur des domaines un peu différents du mien. On pourrait peut-être avoir une plus-value là-dessus. Tout À à fait. confirmer en début d'année prochaine. Si...
Voilà, écoutez, oui, pas de souci. De toute façon, il y a un formulaire hein, à la fin, quand vous allez vous déconnecter, il y aura un formulaire, donc vous pourrez le remplir justement en disant on confirme ça, on revient vers vous. Donc Jean-Michel Morin, je vous ai donné la parole, vous pouvez vous exprimer. Jean-Michel Morin, faut réactiver votre micro, voilà. Oui, allô? Oui, Vous oui, on m'entendez? vous entend, c'est Oui, bon, c'est parfait. bonjour. Comme monsieur précédemment, donc moi je suis plus, nous on est plus dans le domaine du nucléaire civil, militaire et ferroviaire et aussi par rapport à ces domaines-là. Donc moi je suis responsable veille obso composants électroniques. Là aussi je me propose plus pour une relecture un peu technique et critique sur l'ensemble du projet, quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Ok, bon, en tout cas, merci beaucoup. Jean-Louis Divou. Alors, attendez, voilà, ça y est, je vous ai donné la parole, Jean-Louis. C'est à vous. On ne vous entend pas, Jean-Louis, pourtant le micro est bien activé. Vous m'entendez? 1, 2, 3. Ah, ça y est, on vous entend. Oui, désolé. Je n'étais pas assez actif. Bonjour à Julien et bonjour à Ashraf au passage, j'en profite, comme à la télé. Euh, les... Oui, écoutez, on en profite. Les Ben oui. deux, trois points. Est-ce que, bon, j'ai participé à des missions de normalisation, notamment l'implant cochléaire, la 45502. Et par contre, si viser l'IEC et euh, espérer que Sensenec suive. Il y a des problèmes politico-européens, internationaux, que je ne veux pas évoquer aujourd'hui, mais est-ce qu'il n'est mieux pas passer par le Sensenec plutôt que par l'IEC? C'est vous qui décidez, mais voilà, je reste technique. Point de vue purement technique, je me permets de penser qu'il ne vaudrait-il pas, alors effectivement, la première spec dont on parle aujourd'hui soit j'allais dire une norme chapeau, qui concerne les composants en général, les systèmes en particulier, puis décliner ou alors des chapitres ou des claims particuliers pour les différents composants, plutôt que de vouloir tout englober dans une seule et même norme. Voilà. Alors, effectivement, alors, sur la structure du document, ça fera l'objet de discussions donc, à la prochaine réunion. Comme le disait Jean Bastide, donc on a un embryon de document et donc là, ça fera l'objet de discussions sur la stratégie au niveau du portage. Elle va se faire au fur et à mesure. Mais ça fera partie des discussions du groupe, à savoir quelles sont les prochaines étapes, qu'est-ce qui est le plus judicieux de faire. C'est vrai on vise tout de suite l'IEC. Euh, je- Maintenant, ce sont des choses, une décision qu'il faut peser et ça fera l'objet de réflexion de l'ensemble du groupe, hein. C'est la décision, elle ne s'arrête pas aujourd'hui, mais elle devra mûrir tout au long du projet. Alors, alors, il y a un certain nombre d'autres personnes, hein, euh, on a fait un premier tour de table. Là, je vois qu'au niveau de l'heure, il reste encore 10 minutes. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent lever la main pour s'exprimer? Philippe Auvray. Donc, alors, attendez, voilà, je vous donne la parole. Vous avez la parole, Philippe. Faut activer votre micro. Hmm. Ah, Philippe, faut activer votre micro, sinon on ne vous entend pas. Le micro est sur la barre de contrôle du Zoom. Alors, je ne sais pas, la barre, si chez vous, elle est en Oui, haut ou en bas. vous m'entendez là? Oui, ça y est, c'est parfait, Oui, Philippe. Allez-y. oui, bonjour à tous. Donc, merci pour cette présentation. Alors, moi, je développe des dispositifs médicaux implantables dans le domaine de la neurochirurgie et j'ai un background de plus de 15 ans dans le domaine du semi-conducteur. Donc, ça m'intéresserait de participer parce que je pense que je peux apporter peut-être un éclairage sur ce pan un peu composant semi-conducteur
Faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des fabricants de semi-conducteurs qui ont déjà des composants grade médical. Donc, il ne faudrait pas non plus forcément venir télescoper avec ce que font déjà ces fabricants de semi-conducteurs, sachant qu'aujourd'hui, ce sont des composants qui sont vendus plus cher, voire beaucoup plus cher qu'un composant standard. Et je pense que le volet économique est aussi à prendre en compte. C'est-à-dire que faire des tests, plus de tests au sens de la qualité, c'est bien, mais il y aura aussi un impact économique qui risque d'être très fort. Donc, ce sont des choses auxquelles il faudra, je pense, réfléchir pour mettre la barre au niveau qui va bien, en fait, hein. Ouais, effectivement, on n'a pas forcément abordé, ou alors j'ai pas entendu, mais l'impact économique, je sais pas, Jean ou Laurent, c'est une question que forcément adressée au sein de RICOM, hein. Oui, alors, Effectivement, il y a un impact économique. Il y aura certainement un impact économique. Après, derrière, est-ce qu'à la fin, ça sera plus cher ou moins cher que ce qu'on connaît aujourd'hui? J'en sais rien du tout. Voilà. Et je pense que le fait d'avoir des composants qui soient entre guillemets interchangeables, hein, où on puisse mettre plusieurs références de composants sur le même repère topo au niveau des cartes, ça peut aller que dans le bon sens au niveau économique. Alors, tous les composants ne sont pas interchangeables, malheureusement, hein. Oui, non, mais je sais bien, ouais, je sais bien. Mais aujourd'hui, à partir du moment où chaque fabricant de composants fait ses tests, ses propres tests à lui de son côté, sans dévoiler ce qu'il fait, entre guillemets, mis à part peut-être avec son client sous NDA, on a beaucoup de mal à évaluer est-ce que c'est économiquement mieux ou économiquement moins bien. Ouais. Oui, mais je sais, enfin, je suis d'accord avec vous qu'il y a une partie parfois un peu obscure chez les fabricants pour dévoiler, même sous NDA, dévoiler quels sont les tests supplémentaires qui seraient effectués sur les composants. Donc, ça peut avoir le mérite justement de forcer ces fabricants aussi à dévoiler les résultats de tests pour être compliant avec une norme. Ouais. Oui, c'est aussi l'objectif, oui. Jean-Louis, vous avez levé la main? Oui, justement, dans le cadre de cette discussion, de l'intérêt d'une norme qui va définir pas les spécifications, les performances minimales attendues, notamment en termes de fiabilité, de tel ou tel composant, de tel ou tel fournisseur. Je repense en termes, notamment à une époque, il existait la liste gamme pour les composants militaires. J'ai vécu ça dans une autre vie. Et effectivement, que NXP ou autres fournissent un niveau minimum de performance, voilà l'état de l'art d'une norme. C'est que on sait que at minima, ce composant répondra à ce minimum. Et c'est là que je pense la norme, le document sur lequel nous travaillons, va adresser ce besoin. C'est donc des minimum requirements pour tel ou tel composant. Que NXP ou Tartampion fassent mieux, tant mieux. Mais le minimum, et je pense que c'est ça une norme, c'est un état de l'art à l'instant T, serait de positionner un curseur déjà plus haut que le composant standard large spectre. Et je pense que voilà où on touche le niveau, le besoin que nous voulons positionner dans ce projet. Merci Jean-Louis pour ce complément. Donc il nous reste 5 minutes. Alors on peut pas, tout le monde n'a pas encore levé la main, mais sachez que justement dans les questionnaires qu'on vous demande de compléter donc au moment à la fin lorsque vous déconnectez, la question vous est posée, hein, donc c'est pour ça donc. Je vous remercie de bien vouloir répondre au questionnaire. De toute façon, donc on reprendra contact avec vous hein, pour nous assurer effectivement qu'on a bien répondu à toutes vos questions et vous réinterroger sur votre participation. Ce que je vous invite dès lors où vous participez, si vous avez la possibilité d'inscrire 2 personnes dans une même entreprise, c'est peut-être mieux, puisque prochaine étape, on va définir la date de la prochaine réunion.
Et être à deux, c'est mieux. C'est que, voilà, s'il y a des problèmes d'agenda, au moins vous sécurisez votre participation donc aux diverses réunions. Alors, on va venir aux prochaines dates. Alors, voilà. Alors, on était parti sur janvier 2024, sachant qu'on sait d'ores et déjà que janvier 2024, ça va être un petit peu compliqué. Donc, on partirait plutôt sur deuxième quinzaine de février, mais là, on tombe sur les vacances d'hiver avec les 3 zones. Donc, sauf si on va essayer malgré tout de trouver une date. Et la réunion, donc, il est prévu de la tenir en présentiel cette fois-ci à l'AFNOR sur donc la journée, 10h30, 16h30. Et l'objectif étant donc de commencer à poser donc les grandes lignes du projet et puis définir les modalités de travail. On a parlé tout à l'heure de groupes de travail, donc de constituer les divers groupes de travaux. Donc, est-ce qu'on peut d'ores et déjà essayer de trouver une date, donc plutôt à partir du 10 février? Jean-Louis, oui, vous avez levé la main. Jean-Louis, vous avez la parole, hein. Allez-y. Ouais, problème de son. Non, je n'ai pas, Ah non. je n'ai pas rabaissé, excusez-moi. Ah, d'accord, pardon. Ok. Pensez pas l'avoir. Ce serait pas plutôt plus efficace de faire un doodle parce que tout le monde va devoir naviguer entre ses écrans, ses agendas, les webinaires, etc., etc. Oui, c'est Fallait vrai que participer. c'est pas, bon, oui, écoutez, on va faire un doodle, mais on va proposer, je pense, pas plus de 3 dates, sinon ça va devenir très compliqué. Oui. On va voir, hein, on va s'organiser. Donc, on vous proposera plusieurs dates, 3 dates, et probablement, je pense, à partir de deuxième quinzaine de février, par contre, hein, vu les contraintes qu'on a déjà identifiées de notre côté. Donc, 4 réunions, donc janvier, février, donc mars, avril, juin, octobre, on verra. Et donc, la dernière réunion étant dédiée donc à la validation du projet pour publication. Donc voilà pour la session. Nous sommes arrivés donc à la fin. Bah, écoutez, je vous remercie tous pour votre participation. Donc les échanges que nous avons eus. Donc, comme je vous l'ai dit, vous recevrez le replay par mail très prochainement. N'hésitez pas à donc transférer ce replay à vos contacts extérieurs. Donc, si les personnes, beaucoup de personnes devaient être connectées mais ont eu des contraintes, sachez que à tout moment, donc vous pouvez rejoindre le groupe. Il est absolument pas fermé, au contraire, hein. Et puis pour toutes les questions, donc on reste à votre disposition, que ce soit ma collègue Noémie, moi-même, Jean et Laurent, bien sûr. En attendant, donc, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, vu la date, je vous dis donc à tous à l'année prochaine et encore un grand merci pour votre participation. Moi, je voudrais vous remercier, Catherine, et puis remercier tous les gens qui ont pris le temps de se connecter et de se joindre à nous ce soir. Et puis encore plus, les gens qui s'engagent dans la rédaction de ce projet, dans cette aventure que constitue la rédaction de cet AFNOR Spec. Merci à vous. Et n'oubliez pas le questionnaire, hein, surtout. Merci également. Je rejoins Jean dans les remerciements. Et je vous souhaite une bonne soirée, de joyeuses fêtes également. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, bonne soirée, bonne fête. Merci.